La lenteur. Ça sonne bizarre parler de ça aujourd'hui, non? À une époque où tout nous pousse à aller plus vite, à vivre pleinement le moment présent, mais en l'aspirant à toute vitesse, en se dépêchant de sauter au prochain moment, en maximisant la performance pour y parvenir et en optimisant le plaisir. Et pourtant, dans ce podcast, j'ai l'ambition peut-être un peu folle de faire l'éloge de la lenteur, de plaidoyer pour elle. Parce que voyez-vous, la vitesse, la performance, la productivité, l'efficacité nous sont aujourd'hui vendus comme les chemins à suivre vers le succès. Disons-le autrement, si tu veux être heureux et vivre pleinement ta vie, tu dois être dans la course. Moi, je me suis toujours vu comme un sprinter. Vite, 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 on se prépare en 4e vitesse. Partir à la dernière minute, courir pour déposer les enfants à la garderie ou à l'école, rester coincé dans le trafic, appeler pour dire qu'on va être en retard, sentir le stress monter, l'adrénaline pomper, le cortisol en embuscade. Puis la réunion commence, j'ouvre mon portable et la journée défile à toute allure. 10 minutes pour manger, rapport urgent à produire à 13h30, d'autres réunions à enchaîner. Mais l'enthousiasme est là, oui, l'agitation aussi, évidemment. Il est déjà 17h, on file chercher les enfants, on passe à l'épicerie, on prépare le souper, on boucle la soirée à toute vitesse pour recommencer le lendemain matin. Et ce rythme pendant des années et des années. Sans trop se poser de questions, sans ralentir. Pas exceptionnel, pas différent de la norme, un peu fou quand même. Voyons donc qu'en pense Chapsy, notre psy-maison. Tu sais René, ce que tu décris là, c'est devenu la norme pour une majorité d'entre nous. Cette course permanente, ce stress chronique, ils ne sont pas anodins. Ils sculptent littéralement notre cerveau, renforçant des circuits de réaction rapides, mais affaiblissant ceux qui soutiennent l'attention profonde, la créativité et la mémoire à long terme. À force de courir d'une tâche à l'autre, notre capacité à savourer, à réfléchir, à ressentir pleinement s'érode. Le cortisol, cette hormone du stress, finit par devenir un compagnon de tous les jours. Ce qui devait être une réponse ponctuelle de survie devient un état permanent, usant à petit feu notre système nerveux. Et le plus ironique, c'est que ce rythme effréné qu'on croit choisir est en fait imposé par une culture qui valorise la vitesse comme signe de valeur personnelle. Ralentir, dans ce contexte, ce n'est pas céder ou échouer. Mais, peut-être, reprendre le contrôle et retrouver l'espace mental nécessaire pour redevenir pleinement humain. Mais est-ce que ça ne fait pas aussi partie du deal, Chapsy? Ce pacte collectif, et surtout ce choix individuel qu'on accepte pour tenter de tirer notre épingle du jeu, pour s'élever au-dessus de la mêlée, pour, soyons honnêtes, survivre. Oui, survivre. Vivre au-dessus du simple vivre, dans un monde où la vitesse finit par dominer complètement le temps. Alors dis-moi, Chapsy, la psychologie moderne doit bien valider quelque part cette quête de survivre au-dessus du temps, non? Dans l'extase du moment, dans la performance, dans cette illusion de tout maîtriser. Bref, dis-moi qu'on n'est pas tous bons pour être attachés avec la camisole de force. Rassure-toi, on n'est pas tous mûrs pour l'asile. Mais on ne peut pas dire qu'on soit totalement sain non plus. Ce besoin de vitesse, d'intensité, il est inscrit profondément en nous. Dans notre histoire évolutive, agir vite face au danger, saisir une opportunité avant les autres, c'était une question de survie. Le problème, c'est que ce réflexe ponctuel est devenu une habitude permanente. Aujourd'hui, notre cerveau est soumis à une pression constante, sans jamais retrouver ses phases naturelles de récupération et de recentrage. Ce n'est pas juste du stress, c'est un déséquilibre structurel entre action et régénération. On fuit le vide, l'ennui, l'incertitude, en courant toujours plus vite. Et à force de vouloir tout vivre plus vite, on finit parfois par ne plus rien vivre du tout. Ici Chalante, historienne et spécialiste du mouvement slow. Pendant des millénaires, la lenteur n'était pas une anomalie, c'était la norme. Nos sociétés traditionnelles suivaient les rythmes de la nature sans tenter de les forcer. Semer, voyager, construire, tout se faisait au rythme du vent, des saisons, des corps. La lenteur n'était pas une faiblesse, elle était considérée comme une marque de respect envers le vivant, une reconnaissance de nos limites humaines. On mesurait le temps en soleil, en moisson, en migration. Même dans les civilisations dites avancées, Égypte ancienne,
Grèce antique, société amérindienne, la lenteur était valorisée, dans l'architecture, dans les rituels, dans l'apprentissage. Ce n'est qu'avec la révolution industrielle, puis l'avènement du numérique, que la vitesse a été sacralisée. Avant, aller trop vite était suspect. Aujourd'hui, ne pas aller assez vite est vécu comme un échec. Ce renversement culturel a transformé la lenteur, non plus en sagesse, mais en obstacle. Alors, si je vous suis bien, il faudrait qu'on arrête d'évoluer, qu'on se remette à vivre comme des chasseurs-cueilleurs, et qu'on renonce à tous les progrès qui nous ont justement permis de conquérir le temps et l'espace? Parce que dans le monde réel, mes amis, celui des affaires, de la compétition, de la survie économique, si tu n'avances pas, tu meurs. Il n'y a pas de slow dans les marchés financiers, pas de slow dans les innovations technologiques. Il y a la vitesse, l'agilité, l'anticipation. Sinon, tu te fais dépasser, et tu disparais. Alors, la lenteur, excusez-moi, mais c'est un joli rêve, pas une stratégie. Jenny Odell, dans son livre How to Do Nothing, introduit une idée essentielle, celle de l'économie de l'attention. Et pour moi, c'est impossible de ne pas faire le lien avec ce que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui, de véritables maîtres dans l'art de capter, de détourner, de consommer notre attention. Mais quand on prend un instant pour réfléchir, c'est frappant de voir à quel point notre économie de marché, notre jeune capitalisme, à peine 150 ans d'histoire à l'échelle humaine, est en train de se transformer en un gigantesque système de gestion de l'attention. Et ce système s'appuie sur la vitesse, la performance, au fond la promesse de vivre plus, de vivre mieux, alors qu'en réalité il masque une vérité beaucoup plus brutale. Nous ne voyons plus le temps passer. Nous consommons nos ressources vitales, attention, santé, planète, sans même nous en rendre compte. À force d'aller toujours plus vite, on expose notre monde et nous-mêmes à un terrible sort. Ce que tu évoques trouve un écho direct dans les travaux de Hartmut Rosa sur l'accélération sociale. Rosa explique que le monde moderne n'a pas simplement accéléré les transports ou les communications. Il a accéléré la vie elle-même. Nos expériences, nos relations, nos savoirs, tout est soumis à une logique de rendement. Et comme tu le dis, quand tout s'accélère, nous perdons notre capacité à ressentir le passage du temps. Dans les sociétés traditionnelles, l'attention n'était pas dispersée. Elle était ancrée dans les rythmes du vivant. Aujourd'hui, nous sommes pris dans ce que Rosa appelle une dynamique d'accélération autonome. Nous ne pouvons plus arrêter la machine, même si nous le voulions. Ce n'est pas seulement une question individuelle, c'est devenu une condition structurelle de nos existences. D'accord pour le constat philosophique. Mais soyons réalistes 2 secondes. Si l'économie s'organise autour de l'attention, c'est parce que l'attention a de la valeur. C'est comme n'importe quelle autre ressource. Celui qui capte l'attention capte la richesse. Est-ce qu'on aime ça? Peut-être pas. Mais c'est la règle du jeu. Ce que vous appelez perte de temps, moi j'appelle ça création de valeur. TikTok, Instagram, Amazon. Ils ne capturent pas que notre attention, ils capturent aussi notre pouvoir d'achat. Et ça alimente l'innovation, l'emploi, la croissance. Vouloir ralentir radicalement, c'est se tirer une balle dans le pied dans un monde compétitif. Le capitalisme ne ralentira pas parce que quelques philosophes trouvent qu'on va trop vite. Il ralentira seulement si ça devient rentable de ralentir. Et ça, mes amis, ce n'est pas pour demain. Charivari, je comprends ton point de vue, mais il manque une pièce essentielle dans ton raisonnement. La santé mentale et cognitive humaine n'est pas une ressource infinie. Alex Hutchinson, dans son livre Endure, montre que la limite de la performance n'est pas tant physique que psychologique. Notre capacité à rester concentré, motivé, créatif, dépend de notre capacité à alterner effort et récupération. Si l'économie de l'attention pousse les individus à une sollicitation continue, sans phase de récupération, elle court à son propre épuisement. Et on commence déjà à en voir les effets, burn-out de masse, perte de sens, désengagement social, montée de l'anxiété. À long terme, un système qui détruit l'attention des individus détruit aussi sa propre capacité à innover, à durer. Le vrai enjeu, ce n'est pas de ralentir partout, c'est de retrouver des poches de lenteur, des sanctuaires d'attention libre pour protéger ce qui nous rend humains. Si Hartmut Rosa a vu juste, en décrivant cette dynamique d'accélération autonome, ou même en le voulant, nous ne pourrions plus arrêter la machine, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Mais si l'on mobilisait l'activité humaine, la science, le sport et la psychologie pour déconstruire l'idée que vitesse égale forcément performance,
Pourrait-on imaginer ralentir intelligemment sans renoncer à progresser? Et dans cette quête d'équilibre, comment initier un plaidoyer pour la lenteur qui parle vraiment aux gens? Avons-nous besoin d'être menacés, d'être devant un mur ou avoir un fort vent de face pour accepter enfin de ralentir? L'histoire nous montre que les grandes transformations humaines ne se font presque jamais par anticipation, mais par réaction. Nous avons tendance à accélérer jusqu'à la rupture. Ce que montre Rosa, et ce que d'autres comme Milan Kundera suggéraient aussi dans La lenteur, c'est que l'oubli accompagne la vitesse. Nous oublions pourquoi nous faisions ce que nous faisions. Nous oublions de nous demander si cela a encore du sens. Ralentir intelligemment, ce serait peut-être commencer par réapprendre à se souvenir, à se reconnecter à l'essentiel. Non pas en attendant la catastrophe, mais en redonnant de la valeur au temps vécu, au lien avec la nature, au respect de nos propres rythmes. C'est beau tout ça, mais dans la vraie vie, on ne ralentit jamais par philosophie. On ralentit quand on n'a plus le choix. Quand les marchés éclatent, quand une pandémie surgit, quand l'énergie manque. Regardez ce qui s'est passé en 2020, la planète a ralenti, mais sous la contrainte. Et dès que possible, tout est reparti de plus belle. Pourquoi ? Parce que ralentir demande des sacrifices. Moins de croissance, moins d'opportunités, moins d'avantages compétitifs. Et soyons honnêtes, qui veut vraiment ça ? La lenteur volontaire n'est pas impossible, mais elle doit devenir désirable. Et tant que la réussite sera associée à la vitesse et à l'accumulation, on restera dans le mythe de la course gagnante. C'est justement pour ça qu'il faut changer les représentations sociales de ce qu'est la réussite. Dans Flourish, Martin Seligman propose un modèle de bien-être basé non pas sur la vitesse ou la quantité d'expérience, mais sur la qualité de nos engagements, de nos émotions, de notre sens. Ce n'est pas l'accumulation qui rend heureux, c'est la profondeur. Dans le sport aussi, des entraîneurs comme Phil Mafton ou Tim Noack montrent que ralentir pour construire une base solide, physiologique et mentale, permet de tenir sur la durée et d'éviter les blessures graves. Ce n'est pas différent dans la vie quotidienne. Si on veut rendre la lenteur désirable, il faut la relier directement à ce que les gens cherchent déjà inconsciemment. Plus de santé, plus de liens vrais, plus de liberté intérieure. C'est en reconnectant lenteur et puissance intérieure qu'on peut espérer changer de cap, avant que la menace ne s'impose d'elle-même. Il faut donc jouer le jeu du système, capter, détourner et consommer l'attention des gens, mais cette fois pour les orienter vers les bienfaits de la lenteur. Et le meilleur point de départ, c'est sans doute de viser comment, dans la vie quotidienne, la lenteur peut s'insérer subtilement, mais assurément dans nos activités de tous les jours. Dans un autre podcast, nous avons exploré les valeurs humaines et nous avions constaté qu'elles varient énormément selon les croyances, les cultures et les générations. Mais soyons stratégiques. Les plus vieux ralentiront de toute façon par la force des choses. Et les tout petits, jusqu'à la jeune vingtaine, sont absorbés par leur propre développement. C'est donc entre 20 et 60 ans que se joue le vrai défi. Cibler cette tranche d'âge éclatée, mais trouver des terrains communs, l'environnement, la santé, la famille, la qualité de vie. Charivari nous rappelle que l'humain ralentit quand il n'a plus le choix, que ralentir signifie sacrifice. Mais est-ce vraiment le cas? Ici, la lenteur pouvait devenir désirable. Ici, elle touchait justement ce que nous cherchons inconsciemment. Alors voici ma question. Quelles pistes concrètes dans la vie de tous les jours pouvons-nous exploiter pour attirer l'attention vers la lenteur? Et pour enrichir la discussion, j'invite maintenant Shakin, kinésiologue, à se joindre à nos panélistes. Pour moi, le point de départ est clair. Il faut reconnecter les gens avec leur propre corps. La lenteur physique, ce n'est pas juste une question de méditation ou de yoga, c'est une compétence de base. Prendre le temps de marcher sans but précis, ralentir son rythme cardiaque avec des exercices de respiration, écouter les signaux de fatigue avant d'être épuisé, apprendre à récupérer activement après l'effort. Toutes ces pratiques simples permettent de reprogrammer notre relation au temps. Le mouvement lent, la respiration lente, ce sont des moyens puissants de réancrer les individus dans leur propre existence. Et c'est accessible à tous, sans révolutionner leur mode de vie du jour au lendemain. Shakin, je suis entièrement d'accord. Et j'ajouterais que la lenteur commence aussi par l'attention, portée au micro-moment. C'est ce que Jenny Odell appelle redonner du poids aux instants que l'on croyait négligeables, observer la lumière changer au fil de la journée, écouter sans interrompre, savourer sans précipiter. En psychologie, on sait que l'attention consciente stabilise l'esprit et ralentit la perception du temps.
C'est pourquoi la pleine conscience, la marche méditative, ou même prendre de vrais repas sans distraction numérique peuvent paraître anodins mais sont des actes profonds de reconquête. Ce ne sont pas juste des conseils de bien-être, ce sont des micro-stratégies de résistance contre l'accélération. Ce que vous décrivez, Chapsi et Chacune, me rappelle aussi Pierre Sansot et son éloge des gestes lents. Écrire une lettre à la main, cultiver un jardin, entretenir ses outils, marcher sans raison. Ces activités, au-delà de leur fonction pratique, recréent un lien sensoriel et symbolique avec le monde. Elles redonnent au temps sa densité. Aujourd'hui, même dans la culture, tout est devenu instantané. Musique en streaming, séries en rafale, consommation d'œuvres sans digestion. Revaloriser la lenteur, ce n'est pas prôner l'archaïsme, c'est restaurer le goût de l'expérience pleine. Le défi, c'est de faire de ces gestes une source de plaisir, pas une contrainte supplémentaire. Moi je vous écoute et je me dis, c'est mignon tout ça, mais est-ce que ça correspond vraiment aux attentes des gens modernes? Parce que ralentir leur journée, leur marche, leur respiration, ok. Mais ralentir leurs ambitions, leur carrière, leur capacité à saisir les opportunités? Là, ça coince. Personne ne veut rater le train pendant qu'il contemple les nuages. Je ne dis pas que ralentir n'a pas de vertu, je dis que tant que la lenteur sera associée à la perte de quelque chose, d'une opportunité, d'un avantage, d'une avance, les gens la rejetteront. Si on veut vraiment promouvoir la lenteur, il faut la vendre comme une stratégie gagnante. Meilleure santé, meilleure longévité, meilleure performance à long terme. Sinon, on parle juste entre convaincus. Carl Honoré, journaliste canadien vivant aujourd'hui à Londres, a popularisé l'idée du slow movement avec son best-seller Éloge de la lenteur. Depuis, ce mouvement s'est répandu dans de nombreux domaines que l'on nomme en anglais slow traveling, slow food, slow living, slow schooling, slow parenting, alors pour le voyage, la nourriture, la façon de vivre à l'école, notre rôle parental, etc. Et ce n'est pas un phénomène marginal. Cela vient des pays scandinaves, d'Italie, de France, des États-Unis. Un véritable éveil est en train de se manifester. Dans l'un de ses exposés TED, Honoré affirme « Je ne me surcharge plus. Mon mode, par défaut, n'est plus d'être un accro de la précipitation. » D'ailleurs, il utilise le terme « rushaholic », un peu dans la même veine que « alcoolique », mais dans le contexte d'être moins rushé. Je vis ma vie au lieu de la traverser en courant. Résultat, mes relations sont plus profondes, plus riches, plus solides. C'est inspirant. Mais cela soulève aussi une question plus difficile. Qu'en est-il de la carrière, de la réussite matérielle, de l'accumulation de biens? Est-ce que ralentir implique nécessairement des sacrifices? Je pense qu'on touche à un vieux mythe, celui qui lie directement l'accumulation matérielle à la réussite humaine. Dans les sociétés traditionnelles ou même dans les sagesses antiques, on ne jugeait pas un individu à la vitesse de son ascension ou à la quantité de ses possessions, mais à la qualité de sa vie, de ses liens, de sa contribution. Dans La lenteur, Kundera évoque cette idée que la vitesse efface, tandis que la lenteur grave les choses en nous. Peut-être qu'en ralentissant, on ne sacrifie pas la réussite, mais on redéfinit ce qu'elle signifie. Je comprends ton point Chalante, mais dans le monde d'aujourd'hui, le succès reste mesuré en termes très concrets, salaire, maison, avancement de carrière. Ce n'est pas juste une invention culturelle, c'est une réalité économique. Tu veux offrir une meilleure vie à ta famille? Tu dois résolument performer. Tu veux avoir un impact? Tu dois occuper une position d'influence. Ralentir peut avoir un coût réel si l'on ne fait pas attention. Et ce coût n'est pas toujours supportable pour tout le monde. On ne vit pas dans une utopie contemplative. Oui, mais Charivari, tout dépend de ce que tu appelles coût. Si la réussite se paie par un effondrement de la santé physique, de l'équilibre mental, ou de la qualité de nos relations, est-ce vraiment une réussite? Dans Flourish, Seligman nous rappelle que le bien-être durable repose sur des piliers comme les relations humaines authentiques, le sens, l'engagement, pas seulement sur l'accomplissement matériel. Ce n'est pas tant de ralentir qui coûte cher. C'est d'aller trop vite, trop longtemps, sans conscience. C'est là que le prix devient lourd à porter. Je trouve que la question des sacrifices est très mal posée dans nos cultures occidentales. On voit ralentir comme perdre, alors que ralentir, c'est souvent mieux investir. En entraînement physique, par exemple, le repos actif n'est pas une perte de temps, c'est une phase de consolidation où le corps devient plus fort. Il faut apprendre à appliquer cette logique à nos vies, ralentir pour reconstruire, pour intégrer,
pour durer. Peut-être qu'on doit arrêter de présenter la lenteur comme un renoncement et commencer à la vendre comme une stratégie d'optimisation humaine. C'est tout un changement de paradigme. Sans devenir moine bouddhiste, ni même embrasser totalement la simplicité volontaire, il est tout à fait possible de ralentir dans certains aspects de sa vie et d'y trouver un vrai bénéfice. Ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble maintenant, c'est que vous nous donniez des exemples très concrets dans la vie de tous les jours, des idées contre-intuitives qui pourraient faire écho à cet éloge de la lenteur. Comment, dans nos voyages, notre travail, notre santé, nos relations, on pourrait réintroduire de la lenteur sans renoncer au plaisir ou au progrès. Pour commencer, je pense tout de suite à l'activité physique. Beaucoup croient que pour être en forme, il faut pousser toujours plus fort, toujours plus vite. Mais en réalité, la marche lente, le yoga, la respiration profonde régénèrent plus durablement que les performances extrêmes. Même dans le sport de haut niveau, on parle aujourd'hui de « recovery à training ». La lenteur est une phase active qui reconstruit. Personnellement, je recommande à mes patients d'intégrer au moins un jour par semaine sans aucun objectif de performance physique, juste du mouvement lent, conscient. Sur le plan mental, c'est pareil. Le slow traveling, par exemple, nous enseigne que voyager lentement, c'est vivre plus intensément. À l'inverse des circuits touristiques où l'on coche des cases, voyager en train, à pied ou à vélo permet de laisser la surprise entrer dans l'expérience. Ce n'est pas perdre du temps, c'est enrichir son vécu. On oublie l'itinéraire, on laisse place à l'imprévu. Et cette ouverture, elle régénère la curiosité, la patience, l'attention aux détails. C'est un entraînement mental à la lenteur active. Moi, je voudrais insister sur la consommation et la culture. Dans nos sociétés, on nous pousse à consommer vite, mode rapide, technologie jetable, culture zappée. Pourtant, des mouvements comme le minimalisme ou simplement la réparation des objets montrent que posséder moins, mais mieux, procure une satisfaction bien plus durable. Il en va de même pour la culture. Lire lentement, dessiner, contempler, c'est nourrir l'imaginaire au lieu de le saturer. Proust l'avait bien compris. Ce qu'on appelle « temps perdu » est souvent du temps magnifiquement gagné pour la création intérieure. Vous parlez tous de ralentir, mais revenez à l'idée d'être stratégique. Si vous voulez vraiment que les gens adhèrent, il faut leur montrer que ralentir améliore aussi leur efficacité. Par exemple, dans le travail, plusieurs études montrent que passer à 4 jours par semaine ne diminue pas la productivité, au contraire. Moins d'heures, mais mieux investies. Moins de réunions inutiles, plus de temps de concentration. Même la déconnexion volontaire, comme passer une soirée sans écran, permet de recharger les batteries mentales. Ce n'est pas renoncer à être performant, c'est optimiser son capital attentionnel. Dans la santé familiale et dans l'éducation, on voit émerger des courants qui redonnent sa place au temps long. Côté famille, le slow parenting invite à ralentir le rythme imposé aux enfants, moins d'activités programmées, plus de temps libre pour explorer, inventer, s'ennuyer. L'ennui devient un espace fertile où l'enfant développe sa créativité, son autonomie, son sens du jeu. Côté éducation, le slow school propose de repenser l'apprentissage, pas comme une course, mais comme un cheminement qui respecte les rythmes propres à chaque enfant. Certaines écoles expérimentent des horaires plus souples, des périodes de silence, des projets longs au lieu d'évaluation continue. L'objectif, ce n'est pas de produire des élèves rapides, mais des esprits profonds, résilients et créatifs. Au fond, ralentir dans la famille et à l'école, c'est donner le temps de grandir, d'apprendre et de devenir pleinement humain. Je voudrais ajouter une réflexion sur le slow life, cette philosophie qui consiste à ralentir non pas un seul aspect de notre existence, mais à réorienter notre mode de vie global. Cela veut dire, par exemple, choisir de vivre plus près de la nature, privilégier les trajets à pied ou à vélo, cultiver un potager, réduire les engagements sociaux superflus pour privilégier des échanges plus profonds. C'est une forme de minimalisme temporel, vivre moins d'événements, mais les vivre pleinement. Et cela, Honoré l'exprime très bien quand il parle de retrouver le plaisir de la simplicité sans renoncer à l'intensité de la vie. Dans la même logique, le mouvement slow food est aussi un exemple magnifique de résistance à l'accélération. Initié en Italie à la fin des années 1980 par Carlo Petrini, il s'opposait à l'implantation d'un fast-food près d'un site historique. Mais au-delà de cette anecdote, le slow food propose un changement radical. Prendre le temps de choisir ses aliments, privilégier les circuits courts, cuisiner, partager un repas sans écran, sans hâte. Il montre que manger n'est pas juste se nourrir, c'est un acte culturel, social, presque sacré. Ralentir autour de la table, c'est se reconnecter au vivant, au corps et aux autres. Comme dans bien des domaines de la vie,
Nous ne sommes pas tous égaux devant l'accès à la lenteur. Nos habiletés naturelles, notre tempérament, certains états psychologiques ou conditions médicales peuvent freiner ou compliquer cet élan vers un rythme plus posé. Rien qu'à penser au déficit d'attention ou à l'anxiété qui touche tellement de gens aujourd'hui, et je compte moi-même parmi eux. Ce n'est pas toujours une question de volonté, mais parfois de capacité à ralentir sans se sentir en insécurité ou peut-être même incompétent à ralentir. C'est weird. Ce que tu dis est tellement vrai, René. Beaucoup de personnes, même très compétentes dans d'autres domaines, se sentent déstabilisées, presque incompétentes face à l'idée de ralentir. Notre culture valorise tellement l'action, la vitesse, la productivité que le simple fait de s'arrêter, de rester présent sans but immédiat, devient un terrain inconnu, anxiogène. En psychologie, on sait que cette gêne est normale. Ralentir, pour beaucoup, ce n'est pas juste faire moins, c'est devoir affronter ce qui surgit quand on cesse d'être occupé. Et ça demande un véritable réapprentissage progressif, pas une simple décision. J'ajouterais que cette sensation d'incompétence est renforcée par notre contexte historique. Pendant longtemps, on a valorisé la maîtrise de soi, la patience, la contemplation. Mais depuis un siècle, c'est la réactivité qui est glorifiée. Celui qui ralentit passe pour faible ou dépassé. Pourtant, dans beaucoup de cultures anciennes, ralentir était une compétence noble. Savoir attendre, observer, mûrir une décision. Aujourd'hui, on doit réapprendre cette sagesse-là, et accepter que ralentir soit une compétence à retrouver, pas un état automatique. Je comprends ce que vous dites, mais je vais être un peu provocateur. Il ne faut pas non plus culpabiliser ceux qui ne savent pas ralentir facilement. Certaines personnes carburent à l'action rapide et c'est aussi leur force. Vouloir imposer un modèle unique de lenteur, ce serait comme nier la diversité des tempéraments humains. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt enseigner à chacun à trouver son propre rythme optimal, savoir quand accélérer, quand ralentir. Pas chercher à ralentir tout le temps. L'agilité, ce n'est pas de la lenteur, c'est la capacité à doser son énergie. Et sur le plan physiologique, c'est pareil. Certains corps sont naturellement plus rapides, plus nerveux. D'autres ont besoin de rythme lent pour s'épanouir. En entraînement, on ne demande pas à tous les athlètes de courir au même tempo. On adapte. Pour la lenteur dans la vie, c'est la même logique. Créer des fenêtres où ralentir est possible, agréable, sécurisant, sans en faire une obligation constante. C'est une question de modulation, d'écoute fine de ses besoins et de ses limites. Je rebondis sur ce que disait Chevary à propos du développement du rythme personnel, de cette capacité à doser son énergie selon nos propres besoins. Et il est vrai aussi que les conditions économiques et sociales de plusieurs ne permettent pas toujours d'accéder facilement à la lenteur, même si elle est si bénéfique. Enfin, il y a un autre frein, plus subtil, le regard des autres, famille, amis, collègues, autant de regards critiques potentiels qui peuvent saboter notre course vers la lenteur, comme si ralentir devenait suspect. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Quels seraient vos mots d'espoir pour ceux et celles qui veulent avancer vers une vie plus lente, plus alignée, plus riche? Pour moi, l'espoir vient du fait que le cerveau humain est extraordinairement malléable. Même ceux qui ont été conditionnés à la vitesse peuvent réapprendre la lenteur. Dans The Art of Stillness, Picoyer montre que ce n'est pas nécessairement en fuyant loin qu'on trouve la paix, mais en s'arrêtant là où l'on est, même au cœur du chaos. C'est par de micro-choix quotidiens que la lenteur peut redevenir un réflexe naturel. Prendre une vraie pause café, marcher sans téléphone, écouter sans chercher à répondre vite. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est transformateur sur le long terme. Mon mot d'espoir, c'est de rappeler que l'histoire humaine elle-même est marquée par des cycles d'accélération suivis de redécouverte de la lenteur. Art Murosa dans Résonance explique que le besoin de ralentir n'est pas une mode, c'est une réponse profonde de notre être au sentiment de déconnexion. À chaque époque où la vitesse a dominé, des mouvements de reconnexion sont nés, spirituels, artistiques, communautaires. Nous sommes peut-être à l'aube d'un de ces retournements. Ralentir, aujourd'hui, ce n'est pas fuir le monde. C'est chercher à l'habiter mieux. Pour ma part, je dirais que l'espoir, c'est que le système finira par s'adapter à la demande. Ce qui est rentable finit par émerger. Regardez l'essor des pratiques comme le télétravail flexible, les semaines de 4 jours, ou les politiques de déconnexion numérique en entreprise. Dans Endure, Alex Hutchinson rappelle que même en sport de haut niveau, la récupération est devenue un investissement prioritaire. Si ralentir permet de performer mieux et plus longtemps, alors la lenteur aura sa place. Peut-être pas demain matin, mais elle progressera,
même dans le monde des affaires. Je crois que l'espoir vient aussi du corps lui-même. Notre physiologie nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas des machines. Dans The Big Book of Endurance Training and Racing, Phil Afton insiste sur le fait que le corps humain construit la puissance durable à travers des rythmes lents et réguliers, pas des sprints permanents. Même ceux qui résistent à ralentir finissent par être rappelés à l'ordre par leur santé. Mon mot d'espoir, la lenteur n'est pas une option pour une élite contemplative. C'est une nécessité biologique universelle. Plus on l'accepte tôt, plus on reste fort longtemps. En conclusion, l'invitation est simple. Explorer chacun notre propre voie lente. Je vous propose cette idée un peu absurde, mais tellement nécessaire, de prendre notre temps pour apprendre à ralentir à notre propre rythme. D'oser identifier, observer, mesurer les bienfaits, mais aussi les résistances que la lenteur peut provoquer en nous. Il ne s'agit pas de tout ralentir, restons de notre époque, mais sachons cultiver, au fil des jours, ces micro-moments de lenteur comme des récompenses secrètes que l'on s'offre à soi-même. Merci de votre écoute et à la prochaine.